le rôle n'est pas facile. Enfin, d'abord, peut-être pour que vous compreniez mon propos, sachez que j'ai été responsable pendant une dizaine d'années du développement et de l'exécution de la stratégie foncière, de la stratégie immobilière des CFF. Entre début 2003, non, ça a commencé en début 2003, ça s'est arrêté à la fin 2011. Et depuis le début 2012 et jusqu'à la fin de ce mois, j'aurai été le responsable du développement d'une partie du réseau ferroviaire suisse, la ligne Lausanne-Genève, donc l'extension des gares de Lausanne et de Genève. Et cette fonction-là m'a amené à réfléchir à la relation entre le développement du réseau d'une part et le développement d'une stratégie immobilière d'autre part, dont Vincent Kaufmann a pas mal parlé tout à l'heure. T'en suis reconnaissant, Vincent, parce que tu m'as parfaitement préparé le terrain. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, l'exercice est difficile parce que je représente une société qui a un modèle d'affaires qui n'est pas reproductible. Dit en texte clair, les CFF sont propriétaires, en gros, depuis 100 ans, du château de la Belle au Bois dormant. On s'est rendu compte un jour qu'il y avait un château de la Belle au Bois dormant, puis on s'en occupe, mais nous sommes au départ propriétaires. Ce qui n'est pas le cas de la plupart d'entre vous au départ de votre modèle d'affaires. Au départ de votre modèle d'affaires, vous devez quand même acquérir le contrôle du foncier. C'est une petite différence importante. Mais ceci dit, il y a quand même 2-3 enseignements de l'histoire qui me paraissent intéressants. Alors, j'aimerais les discuter avec vous. CFF Immobilier est connu de cette façon-là aujourd'hui. Tout le monde connaît CFF Immobilier. Vous avez des images ici d'une... cette promotion-là me tient particulièrement à cœur, j'en parlerai tout à l'heure, c'est Bâle Südpark. Ça, c'est Altstetten, ça, c'est Europa Allee à Zurich, ça, c'est Pont-Rouge, qu'on vient de signer des contrats de bail très intéressants, et ça, c'est une partie de Europa Allee également. En fait, ces images disent une chose, c'est que physiquement parlant, CFF Immobilier est quand même plus connu en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. C'est peut-être pas tout à fait un hasard, on s'en occupera tout à l'heure. Voilà. Mais, premier point, cette histoire est récente. Alors, je vous montre, c'est un petit peu des documents internes, mais il ne manque pas d'intérêt. Tout à l'heure, je vous ai montré Bâle Südpark, d'accord? On est allé en décembre 2004 au conseil d'administration avec ce projet de Bâle Südpark. C'était le tout premier projet de promotion immobilière de CFF. C'est la première fois qu'on allait au conseil avec un projet de ce genre, décembre 2004, et on s'est fait gifler. On s'est fait vraiment renvoyer. Donc on est arrivé avec un avant-projet. Sachez que dans les processus internes des CFF, les approbations de crédit se basent sur les avant-projets. On avait un avant-projet, on avait conduit un concours, on avait eu Herzog de Meuron qui avait remporté le concours, on était très fiers de ça, et on était sûr d'avoir beaucoup de succès. Et on s'est fait moucher avec le texte, ça c'est la citation du procès-verbal du Conseil. Il est juste de développer les terrains autour des grandes gares et d'en influencer leur développement. Il n'appartient pas au CFF d'investir dans des projets simplement parce qu'ils sont voisins des gares. Donc je voulais avec ça vous dire que du chemin a été fait, ce qui paraît aujourd'hui évident, et sur ce principe de l'évidence, je reviendrai une fois ou deux, c'était pas toujours si évident que ça. Donc, s'étant fait botter les fesses, on a développé un modèle d'affaires qui est un peu, disons, qui est résumé là, mais qui en fait, on a cherché à comprendre dans un premier temps comment la valeur se crée dans la promotion immobilière. Et on a utilisé pour ça des photographies économiques que nous avions à disposition du projet dont je viens de parler. On savait au fond la valeur du foncier au départ du projet. Le foncier, c'était du foncier hors zone à construire. C'était du terrain, c'était une friche ferroviaire au centre de la ville de Bâle, sur laquelle il y avait des vieilles baraques et 2-3 bouts de rails rouillés, sans aucun droit à bâtir, d'accord? Et ça valait chez nous, ça avait une valeur de marché purement optionnelle. Sans droits à bâtir, c'est purement optionnel. On a cherché à comprendre comment la valeur de marché, comment la valeur nette se développe. La valeur nette, c'est cette partie bleu clair ici. C'est la valeur créée, c'est-à-dire la valeur de marché amputée des frais que vous avez eus jusqu'à l'instant déterminé. Et on s'est rendu compte, bon, à tort ou à raison, mais nous avons cru comprendre
que, en fait, les promoteurs immobiliers sont ceux qui font le plus d'argent en termes de valeur créée, proportionnellement parlant, en regard des frais engagés. Dit autrement, le foncier, au moment où vous avez une autorisation de construire, un contrat de bail et une offre d'entrepreneur général, vous avez en fait éliminé l'essentiel des risques. Et notre estimation était que le 75% le 25% des frais étaient engagés, 20-25% étaient engagés à ce moment-là, mais le 75% de la valeur était créée. C'est une illustration du principe de Pareto. Donc, sur la base de ce modèle, on a développé l'idée consistant à dire, bon, on va prendre les friches les unes après les autres, on va appliquer ce principe, et puis une fois qu'on aura les 3 critères que je viens de citer, autorisation de construire, contrat de bail et offre d'entrepreneur général, on va organiser des concours d'investisseurs. L'histoire de Coire est marrante parce que on parle toujours de Zurich, on parle toujours de Genève, mais Coire, c'est une ville de 33 000 habitants qui est peut-être plus près de la réalité, de la vie quotidienne de chacun d'entre nous comme promoteur. Sur la base de Coire, on a appliqué ce modèle pour la première fois dans la perspective d'aller au conseil. Et donc, Coire, c'est la ville, vous l'avez à l'écran là, et le point de départ, c'était les 20 000 mètres carrés, hors de grandeur 2 hectares, qui résultaient de la libération de la liquidation des ateliers mécaniques à la fin des années 90, qui ont représenté la perte d'une centaine de places de travail. Et quand on cherche dans les archives, on s'aperçoit que la fermeture des ateliers mécaniques à Coire a provoqué des débats absolument conflictuels jusqu'au Conseil national, où la droite libérale avait interpellé le Conseil fédéral en demandant que l'impossible soit fait pour que les CFF maintiennent ces ateliers mécaniques. C'est intéressant. Bon, ces ateliers ont néanmoins été fermés parce que phénomène de centralisation technologique. Hein, l'entretien des trains avait été rapatrié sur Zurich, qui se trouve à 1 heure de train de Coire. Et on est parti avec un concours qui a abouti à un projet sur lequel nous avions les droits à bâtir, pas encore l'autorisation de construire, mais nous avions les droits à bâtir pour 2 usages. 10 000 mètres carrés affectés au logement et 10 000 mètres carrés affectés à des services. Et ayant appris ou cru apprendre du bottage de fesses qu'on avait ramassé 6 mois, 1 année auparavant au Conseil, on n'est pas allé seulement avec un projet, mais on est allé chercher un contrat de bail. Et en fait, on est allé au Conseil avec un contrat de bail qu'on avait signé avec le canton des Grisons, qui s'engageait sur 20 ans pour créer à cet endroit-là l'équivalent d'une haute école spécialisée, d'accord ? À ce moment-là, on s'était dit que ça serait peut-être pas mal de chercher des utilisateurs publics sur des usages pour des contrats de longue durée et en lien avec des usages qui aient un sens avec le rail. Le sens avec le rail, c'est qu'une haute école, c'est une institution, une haute école spécialisée qui fonctionne souvent le soir, en cours du soir. Le fait d'être à côté d'une gare, c'est très agréable pour les utilisateurs parce qu'ils n'ont plus besoin de prendre leur voiture. Ça, c'était l'idée. Donc, on va au Conseil avec ces qualités-là. On avait les droits à bâtir, on avait le contrat de bail. Je ne crois pas qu'on ait déjà eu à ce moment-là l'offre d'entreprise générale, mais on était assez sûr sur ce plan-là. Et on amène un projet avec un TRI à 6,2. Donc, à Bâle, on était arrivé avec un projet. Là, on arrivait avec un TRI. Et ce TRI 6,2 se comparait au taux de rendement sans risque d'une obligation à 10 ans de 1,5 à l'époque. C'est un peu plus bas maintenant, n'est-ce pas, madame? Et bon, on s'attendait à ce que le Conseil approuve la proposition qu'on leur faisait, qui consistait à vendre. Et le Conseil nous a dit non, vous n'allez pas vendre, vous allez construire, vous allez garder. Parce que tout d'un coup, c'est rigolo les affaires, la vie en général, elle est pleine d'imprévus. Tout d'un coup, ils se sont rendus compte que on avait en fait, dans notre modèle qu'on venait de créer, on avait passablement bien maîtrisé le risque d'une part et créé un potentiel de valeur absolument considérable dans une entreprise qui ne gagnait à l'époque que dans le trafic longue distance. C'est toujours le cas aujourd'hui. Les CFF dans le transport, toutes catégories confondues, continuent de ne gagner de l'argent que dans le trafic longue distance, mais c'est une position menacée. Je ne sais pas si vous avez observé, entre parenthèses, les résultats du groupe CFF 2014. Le groupe a réalisé un bénéfice, je crois que c'est 300 millions hors de grandeur, et la division immobilière a réalisé un bénéfice de 300 millions.
Je crois que ça se passe de commentaires. Donc ça, on a commencé à comprendre que que CFF Immobilier pourrait commencer de devenir un acteur économique important. Et sur la base de ce projet de Coire, sur la base des caractéristiques que je vous expose, le Conseil nous a demandé, de construire nous-mêmes et de garder dans le bilan le projet partie service. Je laisse de côté la partie résidentielle que nous avons vendue à la Caisse de pension de la Migros. Et deux, d'étendre ce modèle à 3 projets phares. C'était le projet Bâle pour lequel on s'était fait renvoyer à la maison dont j'ai parlé avant, et puis le projet Europa Alley qui commençait d'exister à ce moment-là. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous parler un petit moment quand même de Europa Alley, qui est assez connu en Suisse. Ce sont 7 hectares au centre de la ville de Zurich. Vous avez une vue d'avion, enfin un peu en hauteur, depuis, comment vous dire ça? Mais là, on est dans le Kreis 1, au sud de la gare. On regarde en direction du bâtiment administratif de la gare postale. Et c'est une photo qui doit dater de l'année 2000 à peu près. On a encore le nouveau bâtiment administratif que la Poste a construit et inauguré en 1993. Et derrière, vous avez le paysage qui était celui de Europa Alley il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, d'accord? Et là, on a organisé un processus, conduit un mandat parallèle d'avant-projet, obtenu sur cette base, une fois qu'on avait le dessin, on a obtenu en 18 mois les droits à bâtir. C'est un autre sujet, mais là, vous avez parlé, monsieur de Jambline, de la vitesse à laquelle on a pu faire avancer certains projets. Ce thème renvoie à la question de l'organisation externe, qui est un de mes dadas. En d'autres termes, à la manière, lorsque vous conduisez une promotion immobilière, à votre manière d'intégrer l'association Transport et Environnement, l'association des amis des taupes et des marmottes, l'association des amis du vélo, etc. Je plaisante à peine, à Lausanne, à la gare de Lausanne, j'ai passé 3 ans à passer des soirées avec les riverains pour essayer de les convaincre de l'intérêt public de l'extension de la gare de Lausanne. Et vous savez que la gare de Lausanne représente, peut-être, savez-vous, qu'elle représente la démolition de 54 logements, mais on a trouvé un accord avec ces gens. Mais ça prend du temps et ce sont des choses qui doivent, très en amont dans la planification, qui doivent être considérées. Alors, dans ce cas-là, ça a été pris très en amont, en particulier avec Madame Gabriela Petri, qui est la passionnariat zurichoise. C'est une verte, mais c'est une verte très dure, très dogmatique, qui a été intégrée dans l'organisation externe d'une certaine manière depuis le départ et qui a exercé une certaine influence sur la question des places de parc. On y viendra tout à l'heure, vous verrez, ça manque pas de sel. Donc, on a développé ce master plan, obtenu les droits à bâtir, et puis sur une opération en particulier qui a commencé très en amont, on a construit un deal avec UBS sur un terrain de 7500 mètres carrés. C'est ce terrain-là. Hein. Et nous avons vendu, c'est la partie dont nous sommes plus propriétaires à Europa Alley, nous avons vendu cette opération à UBS, terrain nu, non construit, d'accord? Il y avait, lorsqu'on a vendu à UBS, il y avait les baraques et les rails dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a vendu ce terrain avec ces 3 qualités, contrat de bail signé avec UBS elle-même, autorisation de construire et offre d'entreprise générale. Je ne vais pas jouer aux devinettes avec vous, mais on a vendu ce terrain à 27 000 francs le mètre carré. Et alors que la valeur du terrain, au départ, était de 50, 100 francs, parce qu'encore une fois, c'était des vieux rails. C'est intéressant de savoir, hein, quand même, c'est encore une fois une histoire sur l'évidence. Lorsque j'ai commencé mon job chez CFF Immobilier, c'était en 2003, pour faire simple, quelques semaines après, j'ai participé à un déjeuner d'alumni, d'anciens élèves, à Zurich, et j'ai eu à côté de moi un membre de la direction du Crédit Suisse qui m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit, je viens d'arriver au CFF et mon job, c'est de m'occuper de cet endroit où il y a eu, jusqu'à l'année passée, il y a 2 ans, la promotion qui s'appelait alors Eurogate, c'était un autre nom. Et il a éclaté de rire, il m'a dit, vous savez quoi, vous perdez votre temps parce que dans les 20, 30 prochaines années, à cet endroit-là, il n'y a rien d'intelligent qui va se passer. Et c'était la perception à l'époque, à Zurich, parce que cet effondrement de cette promotion Eurogate avait donné l'impression que le terrain était pestiféré. Bon,
Je vous ai donné 2-3 exemples en lien avec la question de l'évidence ou de l'absence d'évidence. Aujourd'hui, tout le monde voit ça et tout le monde dit mais c'est évident, il n'y avait qu'à faire, hein. Mais l'histoire du Zurichois doit vous encourager à vous dire que la création de richesse ne saute pas toujours aux yeux. Alors, mon ambition aujourd'hui, c'est à partir des 2 expériences on va parler de ça maintenant, de vous faire réfléchir un peu plus loin que l'évidence. Mais pour que vous mesuriez physiquement, symboliquement, l'effet de la densité du transport dont parlait Vincent Kaufmann, j'aimerais jouer avec vous, ça prend 1 minute ou 2, au jeu suivant. Pour Europa Aller, votre serviteur a dû convenir, dans la perspective d'une promotion immobilière qui marche, d'accord, a dû convenir avec la ville de Zurich d'un nombre de places de parc pour bagnoles par 100 places de travail. D'accord, vous savez qu'il y a Europa Aller, il y a toute une série de bureaux, et on a défini un quota. Pour 100 places de travail, combien de places de parc pour voitures? D'accord? La parole est à vous. Moi, je connais le chiffre. Celui qui arrive le plus près du chiffre qui a été réalisé gagne ceci. 25? Pardon? 5, 1, 10, 15. Pardon? Ouais. Ouais. Avec ou sans place vélo? Seulement les voitures. Ouais, 1. Alors, c'est 6. Donc, le premier qui a dit 5. Applaudissements, s'il vous plaît. Lorsqu'on a première négociation, la deuxième plus grande étude d'avocats zurichoise nous téléphone, nous dit « Ah, on a entendu parler de votre promotion, ça nous intéresse beaucoup, on peut se voir, bien entendu. On cherche 10 000 mètres carrés de surface de bureau pour nos 400 collaborateurs. » Ah ben, ça tombe bien parce qu'on est en train de travailler sur ce projet. Et on ne les a pas eu à la fin parce qu'on était trop lent dans le planning par rapport à leurs besoins. Mais ils étaient vraiment intéressés. On discute d'un tas de choses et on discute du bail. Et j'ai un mot à vous dire à ce sujet. Et à un moment donné, ces gens nous disent combien de places de parc vous avez pour nos 400 collaborateurs. 24. Et il y a eu 2 secondes de silence dans la salle, et ces gens ont répondu « Ah, mais ça pose aucun problème, parce qu'on est 18 associés. » Donc je vous jure, hein, ça pose aucun problème. On est 18 associés, 24 places, il y a donc la place. Et puis il restera 6 places supplémentaires pour les rares clients qui viendront aux séances en voiture. Ça arrive jamais, mais on ne sait jamais. Et puis les autres viennent en tram et tout va très très bien. Et ça, c'est aujourd'hui la mentalité. Ça, c'est l'effet densité de transport public. Les loyers, lorsqu'on a commencé à faire des estimations économiques de Europa Aller, on s'est adressé à Wüst et Partner. Ils nous ont dit que dans le meilleur des cas, on arriverait à 300-350 francs le mètre carré par année, core and shell, qui se dit en français, mur brut, hein, je crois, un truc de ce genre. Et on a signé à 730-750 sur certaines opérations, 2-3 ans ou 4 ans plus tard, parce que l'opération commençait. Donc, encore une fois, hein, l'évidence, méfiez-vous-en comme de la peste. Bien, alors maintenant, parlons un peu de rail. On a parlé de la part modale avec Vincent Kaufmann tout à l'heure. Et ça, c'est la carte, non pas sur toute la Suisse, mais divisée par région. Les chiffres bleus sont les chiffres par modal transport public, donc le pourcentage des transports que les gens font en transport public. Transport, c'est loisirs, travail, courses à la Migros, tout ce que vous voulez. Grosso modo, 30% sur Berne, Bâle, Zurich, 20% sur Genève et Lausanne. Ça, c'est la photographie en 2010. Jetez un coup d'œil sur le chiffre rouge, c'est le taux de détention d'un abonnement CFF. C'est des taux ahurissants, 62% dans la région de Berne, dont on parlait tout à l'heure, et on parlait de l'exemple de l'attractivité. Alors, à partir de ça, j'aimerais non pas vous faire une estimation de l'évolution des prix du marché immobilier en Suisse romande à 2 ans, mais à 15 ans. Je suis un peu ambitieux, vous allez voir pourquoi. De quoi vient cette différence dans la part modale? Alors, je vous fais un très bref cours d'architecture ferroviaire, d'architecture horaire, hein, mais ça va être fait en 3 phrases. Le transport public est structuré en 3 couches. Pour faire extrêmement simple, j'espère pas te choquer, Vincent. Vous avez d'abord le transport grande ligne. Et ma thèse consiste à dire que, contrairement à l'apparence, le transport grande ligne dessert la Suisse romande aussi bien, voire mieux que la Suisse alémanique. Vous avez entre Berne et Zurich 6 trains par heure et par direction de type grande ligne. Vous en avez 7 entre Lausanne et Genève. Vous avez d'autre part la couche de tout en bas, c'est le transport municipal, le tram.
Et si vous comparez la productivité de Bern Mobile, dont on a parlé tout à l'heure, avec Vincent, je parle uniquement de la couche tram, hein. La productivité, donc, ouais, tram, la productivité exprimée en millions de kilomètres voyageurs de la région de Bern Mobile, qui correspond à peu près à 364 000 habitants, vous arrivez à 210 millions. La région de la Lausannois, c'est 350 000 habitants, et on a une productivité qui est un peu supérieure, qui est autour de 240 millions d'habitants. Donc, ce que je veux dire, c'est que la densité du service transport offert par bus, tram, etc., à Lausanne ou à Genève, parce que quoi qu'on dise des TPG, c'est assez comparable, est tout à fait comparable à Bâle et Zurich. La grande différence, et Vincent en a parlé tout à l'heure, Vincent Kaufmann, c'est l'échelon intermédiaire, c'est l'échelon S-Bahn, c'est l'échelon RER. Si vous vous souvenez de München-Boursay, hein, c'était ça, hein, Mosedorf. Si vous êtes à Mosedorf, vous avez rapidement accès à un train type RER ou type S-Bahn toutes les 15 minutes. Dans certains cas, si vous regardez le réseau bâlois qui se plaint, qui crie misère, qui ne sont pas assez bons, vous avez des fréquences à toutes les 7 minutes et demie. Le réseau bâlois, c'est intéressant, a le même nombre de gares que le réseau vaudois, 72. Mais dans le réseau vaudois, vous êtes encore à la demi-heure. La différence, mesdames, messieurs, entre le quart d'heure et la demi-heure est quantique. Je veux dire qu'à partir du moment où vous avez une fréquence au quart d'heure, vous commencez sérieusement à vous demander si ça a un sens de continuer d'avoir une voiture en propriété. Et vous passez à d'autres modèles de pensée. Et vous avez dans la métropole zurichoise ou bâloise, vous avez des gens comme vous qui n'ont plus de voiture en propriété. C'est des gens absolument à l'aise financièrement, mais qui fonctionnent avec transport public, mobility, taxi, parce qu'un jour ils prennent leur calculette, ils savent calculer, ils se rendent compte que ça n'a plus aucun sens d'avoir une voiture dans son garage qui prend de la place pour rien et qu'on utilise à raison de peut-être 5000 km par année. Ça, c'est donc la thèse, c'est que passer du quart d'heure de la demi-heure au quart d'heure provoque une explosion de la demande. C'est un peu ce qui s'est passé avec le M2. Hein. Souvenez-vous de l'exemple du M2 à Lausanne. Une illustration, je suis pratiquement terminé. Le trafic régional en Suisse est essentiellement planifié par les cantons. Ce n'est pas les CFF qui planifient le trafic régional. Les CFF ont la responsabilité de planifier le trafic grande ligne. Le trafic régional, c'est des cantons. Et c'est la raison pour laquelle cette carte, qui est en fait extraite des projections des cantons, est extrêmement intéressante pour moi. Elle vous montre, à l'horizon 2030, d'où mon ambition de parler de l'évolution des prix du marché à 15 ans, elle vous montre quels sont les pronostics d'évolution de l'offre et de la demande en transport public dans les principales régions de planification que je vous ai brièvement montré avant. Je crois que ça se passe de commentaires. Hein. Regardez ce qui se passe sur le bassin lémanique. Je me disais en regardant votre présentation, Monsieur de Jambline, que si donc j'observais votre cours de bourse, mais également votre distribution géographique, moi je tends à penser qu'il faut vous acheter à cause de ça. Parce que là, s'il existe une corrélation entre le prix de l'immobilier et la densité en transport public et la qualité des transports publics, et je crois que cette corrélation existe, il y a beaucoup d'exemples qui le montrent, alors votre titre est sous-évalué. Donc, j'aimerais quand même aller arrivare al dunque, comme on dit en italien, aller devenir un peu concret et vous faire des recommandations d'investissement, surtout pour les promoteurs immobiliers de la salle. Moitié en plaisantant, moitié sérieusement. Ce document, vous le trouvez sur le net, bien entendu. C'est le rapport de planification des cantons sur le développement du transport régional. SEVA, ça risque, on ne s'en rend pas encore compte, mais je pense que SEVA va créer une révolution copernicienne dans la manière dont la région genevoise fonctionne, parce que de rien va exister un système RER au quart d'heure. Et si j'avais la mission pour un promoteur de chercher des prochaines promotions, c'est extrêmement simple. Je prendrai la carte du réseau, je prendrai la liste des arrêts et je chercherai les emplacements les plus intéressants dans la région. Même chose pour la région vaudoise, mais le RER Vaud existe déjà. Donc j'attire votre attention sur deux axes de développement pour le canton de Vaud. C'est la ligne Cossonay-Cuy, qui actuellement circule à la demi-heure, qui va passer au quart d'heure.
Les emplacements immobiliers entre Lausanne et Cuy sont relativement coûteux, le sont déjà, je ne vous apprends rien. Mais par contre, je pense qu'il y a du potentiel de prise de valeur entre Lausanne et Cossonay, à cause de ce passage au quart d'heure à l'horizon. Cuy-Lausanne, pardonnez-moi, Cossonay-Lausanne doit être en service en décembre 2020, si on arrive à éliminer les recours qu'on a à Renan. Sinon, ça sera décembre 2021. C'est assez près, hein, c'est dans 5 à 6 ans. Et finalement, le RER Fribourg est aussi intéressant. Je vous rends attentif au fait que dans le RER Fribourg, vous avez des nouvelles gares, c'est aussi le cas dans le RER Vaud, mais vous avez des nouvelles gares qui vont être créées. Ça me rappelle d'ailleurs la première image que je vous ai montrée, qui est extraite de Il était une fois dans l'Ouest, que j'ai vu, j'avais à peu près 17 ans et je ne m'en suis jamais remis, puis je ne me suis jamais remis de Claudia Cardinale non plus. Mais Il était une fois dans l'Ouest, c'est l'idée de la création d'une ville autour d'une gare. Et moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, mais je serais assez intéressé d'aller voir de près l'état de la promotion à Avry-sur-Matran, par exemple, pour prendre l'exemple de cette nouvelle gare qui va se créer, ou d'Avy, ou de Givisiez, pour prendre ces 3 exemples. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre intérêt.